Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Avec une croissance attendue à 1% seulement cette année, une dette publique de plus de 3 000 milliards d'euros et des agences de notation qui vous ont à l'œil, est-ce que vous êtes le ministre d'une économie qui tient sur un fil? Non, je suis le ministre d'une économie solide. Vous citez des commentaires français, moi je regarde la presse allemande qui titre « L'économie française, c'est l'économie allemande en mieux ». Je crois que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, que nos voisins allemands, nos amis allemands saluent les performances de l'économie française, une croissance solide, 2 millions d'emplois créés, des usines qui ouvrent. Donc nous sommes dans la bonne direction et la croissance française est solide. Ça ne veut pas dire que je mésestime les immenses difficultés de nos compatriotes face à l'inflation. Bien entendu, c'est le combat que je livre dans cette rentrée. Mais soyons confiants, l'économie française repose sur des bases solides. Le pic de l'inflation est-il, oui ou non, derrière nous? J'avais indiqué que l'inflation commencerait à refluer à l'été. Elle reflue. Simplement, elle ne reflue pas assez vite. Parce que l'inflation, c'est un concept général, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que voient les gens, c'est quoi? C'est les prix alimentaires et les prix à la pompe. Donc mon combat et ma détermination sont totales pour accélérer la baisse des prix alimentaires ou faire en sorte qu'au moins ils n'augmentent plus. Mais le fait que les cours du pétrole repartent à la hausse, mais nous aurons des résultats. Le fait que les prix du pétrole repartent à la hausse, c'est pas de nature à faire repartir l'inflation? Non, ce qui est de nature à faire repartir l'inflation, qui explique le petit rebond, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, de l'augmentation globale, mais sur les prix du pétrole. Aujourd'hui, on est à 85 $ le baril. Nous avons deux pays, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui ont décidé de réduire leur production. Ça a évidemment un impact sur le prix. Raison de plus d'ailleurs que pour que tout le monde fasse un effort. Je vais regarder avec l'ensemble de la chaîne de valeur, les distributeurs, les pétroliers, quel est le niveau des marges, pourquoi ce niveau des marges reste un niveau élevé. Et je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue, de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99 € jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement à 1,99 € de tous les carburants au-delà du 31 décembre 2023. Et Patrick Pouyanné, le patron de Total, il vous a dit OK? C'est à Patrick Pouyanné de prendre la décision, mais je salue le choix qui a été fait par Total depuis plusieurs mois et je souhaite, une fois encore, je lui fais confiance pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes et qu'il maintienne un plafonnement de tous ces carburants, diesel et essence, au-delà du 31 décembre, à 1,99 €. Total est le seul pétrolier français qui nous reste. Le seul grand pétrolier français qui nous reste, c'est Total. Ça doit être un atout, pas simplement pour la nation française de manière générale, mais pour tous les automobilistes. C'est pour ça que je fais cette demande ce matin à Patrick Pouyanné. Je souhaite qu'il puisse maintenir ce plafonnement à 1,99 €. Mais ça ne veut pas dire que le prix du litre à la pompe sera à moins de 2 € partout, dans toutes les pompes. Vous persistez, il n'y aura pas de ristourne de la part du gouvernement? Mais c'est une triple aberration. Je dis les choses avec beaucoup de franchise. Bien sûr que j'aimerais dire à nos compatriotes, dans ma circonscription où j'étais il y a quelques jours, dans l'Eure, tous ceux qui prennent leur véhicule pour aller travailler, qui sont dans des zones rurales, qui font 40-60 km par jour, je comprends à quel point ça les pénalise. Mais est-ce qu'on a véritablement envie de jeter comme cela l'argent par les fenêtres au lieu de l'investir? Même si ça dépasse les 2 €, Mais c'est une triple aberration. C'est d'abord une aberration écologique. Vous ne pouvez pas, matin, midi et soir, à juste titre, nous expliquer que la planète flambe, qu'on n'a jamais eu des températures aussi élevées, et dépenser 12 milliards d'euros, c'est le coût d'une remise à 20 centimes sur un an, pour les énergies fossiles et pour les carburants. C'est une aberration écologique. Il faut qu'on accélère la transition écologique, pas qu'on la ralentisse en investissant 12 milliards, au lieu de les mettre sur les énergies vertes, sur les éoliennes, sur les pompes à chaleur ou sur les batteries électriques, sur l'essence ou sur le diesel. Je pense que c'est une aberration écologique. C'est une aberration budgétaire aussi, j'insiste dessus, parce que vous dépensez 12 milliards pour tout le monde, quel que soit le niveau de revenu, entre celui qui prend son SUV pour aller en week-end ou celui qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, ce serait exactement la même dépense budgétaire. Et puis c'est une aberration diplomatique, parce que ça veut dire que vous payez la diplomatie pétrolière de M. Poutine et de l'Arabie Saoudite qui vise à réduire les volumes pour augmenter les prix. On n'a pas vocation à payer les choix politiques et géopolitiques de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. Bruno Le Maire, vous dites 12 milliards, il y a un débat sur les chiffres, c'est important parce qu'on ne parle pas de détails, on parle vraiment de milliards d'euros. Xavier Bertrand, encore une fois hier, vous a pris à partie, vous accusant de mentir sur les montants, on l'écoute. L'an dernier, la ristourne avait atteint de la part de l'État 30 centimes.
Moi, je propose 15 centimes. 30 centimes, ça avait coûté pour le budget de l'État 8 milliards d'euros. Et moi, je propose la moitié comme ristourne et ça va coûter 50% de plus. Mais ils se moquent de qui, là? Ils se moquent de qui? S'ils n'ont pas envie de le faire, qu'ils l'assument, mais qu'ils ne nous racontent pas des bobards. Voilà, vous maintenez 12 milliards, le coût d'une telle mesure? Oui, je ne vais pas rentrer dans les comptes d'apothicaire avec Xavier Bertrand dans des polémiques inutiles qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle juste que les 30 centimes, c'était sur 2 mois. Si on fait une remise de 20 centimes sur les prix du carburant pendant 1 an, je confirme les chiffres, cela coûte 12 milliards d'euros. Je note d'ailleurs, et je salue leur sens des responsabilités, que le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, le président du Sénat, qui est une assemblée de sagesse, la voix est une voix de sagesse, la voix du président du Sénat, se sont exprimés contre cette ristourne en disant que c'était complètement contradictoire avec l'objectif de rétablissement des finances publiques. Je dois dire que je préfère la cohérence de Bruno Retailleau et de Gérard Larcher, que je salue. Bruno Le Maire, vous avez convoqué distributeurs et industriels la semaine dernière pour les inciter à baisser les prix. Résultat, 5000 produits devraient voir leur prix bloqué ou diminuer dès janvier. Et vous avez aussi annoncé un projet de loi pour que les négociations commerciales aient lieu dès le mois prochain. Ma question elle est simple, pourquoi ne pas permettre aussi que ces négociations elles aient lieu plusieurs fois dans l'année? C'est ce que demandent les distributeurs. Mais je suis totalement ouvert à cela. Simplement, le combat contre la vie chère dans les rayons, contre l'augmentation des prix alimentaires, c'est un combat immédiat. Moi, je veux des résultats tout de suite. Et pour avoir des résultats tout de suite, il faut avoir ces 5000 références. Il y a un certain nombre d'enseignes d'ailleurs qui ont commencé à jouer le jeu. Je pense à Cora, à Intermarché, à Auchan. Je salue leur engagement de faire baisser les prix sur une centaine de produits ou bloquer les prix sur une centaine de produits. Ça donne des résultats immédiats. Pour avoir des résultats encore plus rapides, nous ferons passer un texte de loi début octobre qui anticipera la date de négociation entre les distributeurs et les industriels pour anticiper la baisse des prix. Et que l'argent n'aille pas dans les marges, mais que l'argent aille dans la poche du consommateur. Elle sera anticipée du printemps 2024 au 15 janvier, au tout début de l'année. Ça permettra là aussi d'accélérer la baisse ou la stabilisation des prix. Et après, il y a un problème plus général qui est de voir si effectivement le modèle français où il y a une négociation annuelle au lieu d'avoir des négociations régulières est le bon modèle. Il faut juste faire attention à ce que ça ne pénalise pas nos amis agriculteurs. Donc je suis ouvert à cette idée. Je souhaite qu'on confie une mission à des parlementaires qui regarderont s'il vaut mieux négocier régulièrement dans l'année plutôt qu'une fois dans l'année, avec vraiment une ligne rouge très claire. Ça ne doit jamais se faire au détriment du revenu des producteurs agricoles. Et le fait qu'on limite les promotions sur les produits d'hygiène et de soins, comme c'est une conséquence de la loi Descrozaille, vous y êtes favorable? Bien sûr. Moi, je souhaite qu'on puisse aller le plus loin possible dans les remises. Il faut une politique qui soit claire, simple, lisible, donc cohérente. Il faut un moratoire. Il faut un moratoire, pardon, la question n'était pas claire. Il faut un moratoire sur cette loi? Il y a des bonnes choses dans le texte de loi Descrozaille. C'est un texte de loi qui a été voté par tous les parlementaires. Moi, je suis cohérent. J'ai toujours dit qu'il y avait une disposition que je trouvais malvenue. C'est la disposition qui limite le montant maximum des promotions sur les produits d'hygiène et les détergents, c'est-à-dire les lessives, les dentifrices, les shampoings, à 34%. Alors que certains distributeurs sont prêts à faire 50, 60%, voire plus. Si on veut vraiment se battre contre l'inflation, stopper définitivement la spirale inflationniste, faire baisser les prix ou au moins stabiliser les prix, il faut permettre aux distributeurs d'aller plus loin dans les remises. Donc sur le moratoire, vous dites OK. Donc sur le moratoire, moi je dis aux parlementaires de se saisir du sujet, et s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour revenir sur ce moratoire et permettre aux distributeurs de faire 60% de remise sur les shampoings, sur les savons ou sur les lessives, tant mieux. Il faut s'engager totalement, avec beaucoup de fermeté, contre la vie chère et contre ces prix qui flambent, parce que c'est insupportable pour des millions de nos compatriotes. Et c'est une somme de bonnes décisions, point par point, qui doit nous amener à faire refluer ces prix. La lutte contre l'inflation, on continue d'en parler avec vous, Bruno Le Maire. Ce sera juste après le fil info à 8h42 avec Maureen Sphiniard. Y a-t-il eu des manquements de la part de l'Éducation nationale? C'est ce que doit déterminer l'enquête administrative ouverte après la mort d'un adolescent de 15 ans à Poissy en début de semaine. Il s'est suicidé, il se disait victime de harcèlement scolaire et avait signalé sa situation
à l'établissement et à la police. 6 pages pour résumer, 12 heures d'échange. France Info vous dévoile ce matin le contenu de la lettre envoyée par Emmanuel Macron au chef des partis politiques qu'il a vu à Saint-Denis. Il confirme qu'il souhaite une conférence sociale sur les salaires le mois prochain. Jusqu'à 36 degrés dans le Berry. Aujourd'hui, la vague de chaleur persiste en France. En Île-de-France, cela crée un épisode de pollution. La préfecture vous demande de réduire votre vitesse si vous circulez dans la région. Avant la Coupe du Monde de rugby qui débute demain en France, du foot ce soir à 20h45 au Parc des Princes, France-Irlande pour un match de qualification à l'Euro 2024. Une victoire et les Bleus seraient déjà quasiment qualifiés. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à l'augmentation des prix, s'ajoute la shrinkflation, une pratique par les industriels qui consiste à réduire la quantité de produits vendus dans un emballage sans pour autant en baisser les tarifs. Ça, c'est de l'arnaque ? Oui, c'est une arnaque, c'est scandaleux. En gros, vous en avez moins et vous payez plus cher. Que ce soit sur les chips, les céréales, le jus d'orange. Je trouve ça totalement révoltant. Donc, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Là, cette pratique se multiplie. Et nous ne sommes pas là pour remplir les poches des géants industriels. Nous sommes là pour permettre aux Français de vivre décemment. Alors comment et vous de pouvez pouvoir agir se payer ce dont ils ont besoin, notamment en termes de produits alimentaires, en n'étant pas trompés sur la marchandise. Donc nous ferons, dans le même texte de loi de début octobre, il y aura une disposition qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction de contenu quand ils gardent le même packaging. Donc si vous avez le même paquet de céréales, mais qu'à l'intérieur il doit y avoir 500 grammes, il y en a 400, ça ne doit pas être marqué en times 6 minuscule que personne ne peut voir. Ouais. Il doit y avoir marqué de manière très visible qu'il y a une modification du contenu dans le paquet. L'ancien contenu et le nouveau contenu, tout ça sera marqué très... Ça doit être marqué de manière très visible, enfin qu'il n'y ait pas de tromperie pour le consommateur sur la marchandise. À C'est une partir de tromperie sur la marchandise dans un temps où l'inflation pénalise lourdement nos compatriotes. C'est inacceptable et je pense que chacun a compris que dans cette rentrée, ma détermination à faire plier ceux qui ne respectent pas les règles, à éviter qu'il y ait des marges excessives et à faire en sorte que l'inflation baisse plus rapidement, elle est totale. Bruno Le Maire, vous avez eu hier avec votre collègue Aurore Berger le président des Restos du Cœur, vous l'avez rencontré, Patrice Douret, après son appel à l'aide. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Que nous serions au rendez-vous, que quoi qu'il arrive, les Restos du Cœur, comme toutes les banques alimentaires, auraient les moyens de fonctionner correctement et de faire le travail exceptionnel qu'ils font avec les bénévoles. Nous avions anticipé que 2023 serait une année difficile. Je rappelle qu'en 2019, le budget des banques alimentaires était d'un peu plus de 50 millions d'euros. En 2023, on avait prévu 157 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois plus. Visiblement, ce n'est pas encore suffisant. Donc nous serons au rendez-vous. J'ai demandé à Patrice Doucet d'évaluer très précisément ses besoins budgétaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourriez aller au-delà des 15 millions d'euros promis ? Nous permettrons au Restos du Cœur, à toutes les banques alimentaires de fonctionner sans souci et sans difficulté. C'est, je pense, une responsabilité de tout le gouvernement, de toute la majorité, une responsabilité politique globale. La France tient parce qu'il y a les associations, parce qu'il y a les bénévoles, parce qu'il y a les Restos du Cœur. Elle tient parce qu'il y a de la générosité individuelle. Elle tient parce que vous avez des entreprises que je salue au passage. Je suis un peu stupéfait des polémiques qui entourent les dons qui sont faits par les entreprises. Mais vous avez beaucoup d'entreprises, de l'agroalimentaire, du vêtement, d'autres secteurs, qui ont donné aux Restos du Cœur, qui donnent aux banques alimentaires. Mais la crise de ces associations, ce n'est pas le signe d'un appauvrissement de la population française ? Non, je ne crois pas. C'est le signe que l'inflation touche très durement beaucoup de nos compatriotes, mais je récuse cette idée qu'il y ait un appauvrissement de la société française. Il y a quand même un Français sur 5 qui vit à découvert cette année. Il y a beaucoup de... Comprenez bien ce que je dis. L'économie française, une fois encore, a des bons résultats. Nous créons des emplois. Et l'objectif est de créer des emplois toujours mieux qualifiés et mieux rémunérés. Mais bien entendu qu'il reste aujourd'hui beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, beaucoup de personnes qui ont du mal à se nourrir. Et notre responsabilité, c'est de leur offrir des solutions sur les prix alimentaires. Je me bats matin, midi et soir pour cela, de permettre aux associations de remplir leur rôle et de sortir le maximum de personnes de la pauvreté dans les mois qui viennent, bien entendu. Bruno Le Maire, à la fin du mois, les parlementaires vont examiner la loi de programmation des finances publiques que vous avez préparée. La droite considère que vous ne faites pas assez d'économies et menace d'avoir recours à une motion de censure si vous forcez le passage du texte en ayant recours au 49.3. En gros, vous êtes coincé ?
Non, nous avons une loi de programmation qui a été adoptée, je le rappelle, dans tous les autres pays de la zone euro. Tous les autres pays de la zone euro prévoient ce que sera leurs dépenses et leurs recettes d'ici les années qui viennent. Je souhaite que la France ait aussi le même texte, un principe de responsabilité. J'ai commencé avec Thomas Cazenave à ouvrir les discussions avec les oppositions. Je leur ai dit, ce texte, il arrive le 27 septembre. C'est un texte d'intérêt national. C'est notre intérêt collectif de montrer la crédibilité de nos dépenses et de nos recettes à nos compatriotes, à nos partenaires européens et accessoirement aux marchés qui nous permettent de lever l'argent dont nous avons besoin pour financer notre dette. Mais il y aura un 49.3. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y aura pas de majorité. Mais je ne pars pas avec l'idée qu'il faut nécessairement un 49.3 sur la loi de programmation des finances publiques. Je pars avec l'idée et la détermination que si chacun fait preuve d'ouverture, de sens des responsabilités, nous pouvons faire passer ce texte de la loi de programmation des finances publiques, 149.3. Je vais voir le président du groupe Les Républicains dans quelques instants, Olivier Marleix. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Éric Ciotti. J'en discuterai avec Bruno Retailleau et avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Construisons une majorité sur cette loi de programmation des finances publiques pour montrer que nous sommes responsables. Je ne parle pas du budget, le budget c'est autre chose, c'est une décision très politique, mais sur la loi de programmation des finances publiques, où c'est l'intérêt supérieur de la nation française qui est en jeu, je pense qu'on devrait pouvoir se retrouver. Juste sur les pistes d'économie qui ont été évoquées jusqu'à présent, on a entendu plusieurs, et on voudrait avoir vos confirmations. Juste sur la suppression de la niche fiscale dite brune, par exemple, la fin de l'avantage fiscal pour le GNR, le gazole non routier qui concerne les engins de travaux, les tracteurs, le transport routier. Cette suppression de niche fiscale, vous la confirmez ? Oui, je confirme que nous supprimerons la niche fiscale sur le gazole non routier, tout simplement pour faire basculer notre fiscalité d'une fiscalité brune, c'est une fiscalité qui incite à consommer des énergies fossiles, donc c'est mauvais pour le climat, à une fiscalité qui valorise les investissements verts. Mais vous voyez que ça crée des réticences. Bien sûr, mais ça fait des mois que nous discutons avec nos amis agriculteurs, que nous discutons avec les entreprises des travaux publics pour trouver un accord. Il ne faut pas procéder par brutalité. Il faut construire des accords avec les professions concernées. Je pense que nous y arriverons avec les agriculteurs et que nous y arriverons avec les travaux publics sur une base qui est simple, progressivité, aucune brutalité, régularité, il ne s'agit pas de faire des marches qui soient plus hautes une année sur l'autre, et compensation pour accompagner la transformation, l'achat d'engins qui soient moins polluants ou l'accompagnement de meilleures pratiques, de façon à ce que cet argent qui est économisé sur les énergies fossiles, il n'aille pas dans les caisses de l'État, il aille dans l'accompagnement des professions agricoles et du bâtiment et des travaux publics. Il reste une profession, c'est les transporteurs routiers. Eux ne seront pas concernés par cette mesure. Ils ne seront pas concernés. Non, ils ne seront pas concernés pour une raison qui est simple. C'est que si on prend très exactement les chiffres, le niveau de taxation du gazole, il est de 3,8 centimes pour les agriculteurs, il est de 18 centimes pour les travaux publics, donc c'est très inférieur à ce qui existe dans la moyenne des pays européens et en France, mais il est de 45 centimes pour les travaux publics, pour les transporteurs routiers. 45 centimes, c'est plus élevé que ce qui est pratiqué en Espagne, plus élevé que ce qui est pratiqué en Italie. Donc, je ne vais pas affaiblir nos transporteurs. Et on est là pour préserver la compétitivité des transporteurs, donc ils ne seront pas concernés par cette mesure sur le gazole non routier. D'un mot, les baisses d'impôts. Emmanuel Macron, au printemps, parlait de 2 milliards. Là, maintenant, vous parlez de 2 milliards, mais en 2025. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts dans le budget 2024 ? Non, mais il y aura des baisses d'impôts pour les ménages dès le budget 2025. Là, nous avons engagé le rétablissement des finances publiques. Il faut retrouver des ressources budgétaires, mais en restant fidèle à notre politique, créer du travail et du travail qui paye plus. Et là aussi, c'est une somme de bonnes décisions qui doit nous permettre d'aller dans cette direction. Continuer à baisser les impôts sur les ménages, engager la conférence sur les bas salaires qu'a voulu le président de la République avec les forces d'opposition, qui est une excellente nouvelle pour redonner de la dynamique salariale aux bas salaires. Tout ça doit nous permettre d'atteindre notre objectif du travail qui paye. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est l'invité de France Info. On retrouve dans une minute, juste après le fil info à 8h51, Maureen Suignard. Tant que la Russie est en guerre, il ne faut pas attendre de baisse, affirme le porte-parole des pétroliers en France. Sur France Info, les prix à la pompe de nouveau au sommet. Pas de ristourne du gouvernement, mais sur France Info, le ministre de l'économie demande à Total Energy de prolonger le plafonnement de tous les carburants à 1,99 €, et cela au-delà du 31 décembre. Des précisions concernant le passe-rail voulu par Emmanuel Macron. Le ministre des Transports dit souhaiter sa mise en place d'ici l'été prochain, 49 € par mois environ, pour
prendre les TER, les intercités et si possible les transports en commun dans les villes. Des discussions seront engagées. 2 policiers placés en garde à vue, entendus par l'IGPN après la mort hier soir d'un jeune de 16 ans près de Trappes. C'est dans les Yvelines. Selon les policiers, il a refusé de s'arrêter pour un contrôle. Il a ensuite été suivi et a percuté un autre véhicule de police. Washington va envoyer des munitions à uranium appauvri à Kiev. Un signe clair d'inhumanité, réagit la Russie. Des armes controversées car possiblement toxiques pour la population. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé son intention d'attaquer en justice l'État. Elle dénonce le fait de n'avoir reçu aucune dotation cette année. Vous étouffez les collectivités locales, dit Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'elle est, je crois, la seule commune à augmenter ses impôts de 52%. Bon, et je salue. Non, mais d'accord, mais moi, ce que je regarde, c'est l'ensemble des communes françaises. 85% des communes françaises ne vont pas augmenter la taxe foncière. Anne Hidalgo l'augmente de 52%. Nous ne sommes pas comptables de la mauvaise gestion de Paris. C'est Anne Hidalgo qui en est la seule et unique comptable. Il y a une proposition que fait Anne Hidalgo sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, sur la taxe de séjour. Elle propose d'augmenter la taxe de séjour, qui est donc payée par les touristes, notamment pendant les nuitées d'hôtel, parce qu'elle dit que par rapport à des villes comme Amsterdam ou New York, la taxe de séjour est ridiculement basse en France. La taxe de séjour, l'augmenter, c'est pas rendre le pays très attractif pour le tourisme, qui est une source de recettes considérable pour notre pays. Il n'y a pas un peu de marge là-dessus ? La marge représentera quelques millions d'euros, peut-être 3 millions, peut-être 4 millions d'euros de recettes pour Paris, tout en abîmant la compétitivité et l'attractivité de la capitale. Je rappelle que l'augmentation des impôts voulus par Anne Hidalgo et décidée seule par Anne Hidalgo, c'est environ de 600 à 800 millions d'euros de recettes. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc c'est non. Vous êtes en train de critiquer la gestion de la ville par Anne Hidalgo et ça, elle n'aime pas, Anne Hidalgo, puisqu'elle dit vous êtes en train, vous ne respectez pas vos obligations constitutionnelles ou européennes qui vous imposent le principe de la libre administration des collectivités. Arrêtons avec les grands mots. Moi, je ne vais pas chercher Madame Hidalgo. C'est elle qui vient nous faire des reproches. Anne Hidalgo est indépendante, elle est maire de Paris, elle est élue. Mais elle vous attaque en justice, quand même. Mais elle rendra des comptes, non pas devant la justice, mais devant les électeurs de Paris. Elle a pris une décision, augmenter les impôts de plus de 50%. Chacun va recevoir sa taxe foncière et s'apercevoir de ce que ça représente pour des millions d'habitants de Paris. C'est très dur, c'est très pénalisant en période de forte inflation. C'est son choix. Et son choix à elle seule. La libre administration des collectivités locales veut dire que moi, je n'ai pas à me mêler de ces choix qui sont les choix souverains de Madame Hidalgo, dont elle répond souverainement devant les Parisiens. Bruno Le Maire, la crise de l'immobilier est très profonde. Les chiffres sont encore pire que ce qu'on pouvait anticiper, dit ce matin par exemple la patronne de Nexity. Est-ce que vous considérez que la correction par les prix qui est en train de se produire, les prix baissent, après tout c'est une bonne chose ? Il faut refonder totalement notre politique du logement. C'est ça l'objectif. Ça doit faire partie des grandes politiques qu'il faut refonder dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ça fait des années qu'on entend ça. Mais nous avons commencé à le faire. Regardez ce que nous avons décidé sur le Pinel, qui était un avantage fiscal qui coûtait 2 milliards d'euros par an à l'État pour la construction d'environ 30 000 logements. Est-ce que vous connaissez d'autres pays dans lesquels on est capable de dégager 2 milliards d'euros d'argent public pour construire 30 000 logements ? C'est complètement inefficace. Donc tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, il faut plus de logements, du logement de qualité dans les zones tendues. Ce constat, tout le monde le partage. Quelles sont les solutions ? La solution ne peut pas être toujours plus d'argent public, toujours plus d'avantages fiscaux. Ça, c'est la solution qu'on a tentée pendant des décennies. On n'a pas eu les logements qu'on voulait et on a creusé le déficit de l'État. Donc, je propose, avec le ministre du Logement que je rencontrerai très prochainement, que tous les acteurs se mettent autour de la table, que ce soit les bailleurs, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les promoteurs immobiliers, bien entendu l'État, les collectivités locales, et que nous regardions ensemble quelles sont les bonnes solutions. Mais le choix qui a été fait pendant des décennies, qui est de dire toujours plus d'argent public, toujours plus de niches fiscales, et au bout du compte, pas assez de logements, c'est visiblement pas la bonne politique, il faut la refonder. Limiter les mandats présidentiels à 2 est une funeste connerie, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec lui ? Je suis favorable à la limitation du nombre de mandats des parlementaires dans le temps, je l'ai dit, 3, je me le suis appliqué d'ailleurs à moi-même. Et je pense que la réforme du quinquennat a été mal pensée.
et qu'il a raison de souligner à quel point cette réforme du quinquennat était mal pensée. Je crois d'ailleurs qu'un des participants à la réunion a précisé que quand Emmanuel Macron disait cela, il ne se l'appliquait pas à lui-même. Évitons les polémiques inutiles sur le sujet. Mais on a mis en place le quinquennat sans réfléchir à ce que ça voulait dire dans le calendrier politique, sans réfléchir à l'organisation du calendrier politique des élections législatives et des élections présidentielles, sans réfléchir au rapport de force entre l'exécutif et le législatif. Pardon, mais alors, je il faut n'ai pas la pousser plus mémoire, loin mais la vous ne réflexion. l'aviez pas voté à l'époque? Vous n'étiez pas encore parlementaire? En 2008. En 2008, je devais être parlementaire. Vous étiez Oui, parlementaire. alors peut-être que vous l'avez voté. Mais peut-être que je l'ai voté, mais peut-être que je ne suis pas allé assez loin dans ma réflexion. Donc je vous dis aujourd'hui qu'il faut, de manière plus générale, repenser l'organisation de nos pouvoirs avec toujours un souci d'efficacité. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, était l'invité du 8h30 France Info. Merci d'avoir été avec nous. Les informer dans quelques minutes, Salia Braclial au programme. Oui, l'éducation nationale a-t-elle les moyens de faire face au fléau du harcèlement scolaire? Comment prévenir, agir à temps? Un adolescent de 15 ans s'est donné la mort mardi à Poissy. Avec son père, il avait déposé plainte pour harcèlement scolaire l'année dernière. 2 enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de son suicide. Et puis, pas de hausse d'impôts. C'est ce que martèle le gouvernement. Bruno Le Maire, encore aujourd'hui, en cette rentrée, ni pour les ménages, ni pour les entreprises. Mais qu'en est-il vraiment quand on se penche sur le projet de loi de finances pour l'année prochaine? Décryptage dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.